Même pas le temps de prévenir ses proches, cet homme va bientôt rejoindre le front. Ces derniers temps, les vidéos dans ce genre se multiplient sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers ukrainiens arrêter violemment des hommes dans la rue ou à la salle de sport comme ici. L'élan patriotique du début du conflit semble bien loin. Les autorités ont tout essayé pour enrôler le plus d'hommes possible, abaissement de l'âge minimum, ouverture aux prisonniers en échange d'amnistie, jusque dans leur communication. Le 3 octobre, environ une centaine de militaires du 187e bataillon de la 123e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes ont manifesté à Voznensk, dans la région de Mykolaiv. Tous ont refusé d'accomplir une mission de combat et ont quitté leur unité au lieu d'aller soutenir la 72e brigade. Selon eux, il manque de formation et d'armement pour pouvoir participer au combat. L'un d'eux dit « J'ai effectué plusieurs demandes pour la zone dont j'étais responsable. J'ai demandé qu'on me fournisse des armes, des mitrailleuses. Nous n'en avons pas. Nous ne pouvons pas combattre. Et ensuite, c'est le Donbass qui nous attend, mais avec quoi ?» a déclaré le commandant de section nommé Sergueï. Le défaitisme révolutionnaire ne part pas d'un ensemble d'idées ou de consignes, mais résulte des conditions matérielles d'existence du prolétariat sous le régime de la guerre impérialiste. Il s'agit d'une pratique immédiate, primaire, découlant des besoins et des intérêts matériaux des prolétaires, qui comprend différents niveaux de matérialisation et de développement, et dont la base est, comme toujours, la lutte contre l'exploitation, et donc la lutte contre sa propre bourgeoisie. La défaite de sa propre bourgeoisie équivaut à la défaite de son armée, de son État. Cette pratique ne dépend pas de ce que pense tel ou tel prolétaire, car c'est l'ensemble de ses intérêts matériels qui le pousse à s'opposer à la guerre impérialiste et aux différentes armées de la bourgeoisie. Le défaitisme est déterminé par les coups que notre classe reçoit dans la guerre, par les morts, les blessés, les viols, la répression, la faim, la démoralisation, l'épuisement, les sacrifices, les humiliations, l'effort de guerre, c'est-à-dire par l'exacerbation des conditions sociales. Ce n'est qu'à partir de là, en tant que produit matériel inhérent au prolétariat, que la nécessité et la possibilité du défaitisme révolutionnaire apparaissent clairement. Il ne s'agit donc pas du débarquement depuis le monde des cieux d'un prolétariat pur qui, apparaissant comme une classe internationaliste, autonome et révolutionnaire face aux guerres, ne laisserait aucune place à la religion, au nationalisme et aux autres idéologies de la bourgeoisie. Cette position caricaturale voit la lutte des classes comme un moment concret, celui du développement volontaire et organisé de l'activité subversive du prolétariat, et non comme une réalité permanente du mode de production capitaliste, des antagonistes générés par cette société. On fait surgir de rien le défaitisme révolutionnaire sans voir que c'est du développement de la guerre impérialiste qu'il surgit, et non du ciel. Contrairement à la vision théologique, le défaitisme révolutionnaire est le produit du développement des contradictions de la guerre, qui pousse le prolétariat à défendre ses besoins matériels. Et, comme tous les aspects du programme révolutionnaire, il part de ses déterminations en tant que classe, du déterminisme historique et non d'éléments qui seraient introduits de l'extérieur. Salut, vous êtes sur Radio 2049. Vous venez d'entendre un extrait de TV5 Monde, une citation issue d'un des derniers textes du groupe anarchiste ukrainien Assembly, suivi du premier point du texte très pertinent, quoique quelque peu dogmatique, de Proletarios Internationalistas, précision sur le défaitisme révolutionnaire, paru en octobre 2024. C'est à partir de ces différents textes que nous avons travaillé cette émission. Dans cette nouvelle émission de la guerre et son refus, après avoir exploré en compagnie d'un camarade la société israélienne, son rapport à la guerre et les formes que prennent l'opposition à celle-ci, nous nous intéressons à nouveau à la situation sur le front ukrainien en commentant les dernières parutions d'Assembly, parues en russe et en ukrainien sur leur site. Une compilation de ces textes traduits en anglais est disponible sur le site Libcom. Vous trouverez plus de détails et tous les liens dans la description. Il y a beaucoup d'informations dans ces textes et la situation sur place semble évoluer très vite. Nous allons tenter de vous présenter cela avec les moyens du bord.
Cette émission est montée en 2 parties afin d'en faciliter l'écoute. La première partie portera sur une présentation de la situation en Ukraine. Dans la seconde, nous tenterons d'en faire une rapide analyse pour en dégager les perspectives. Donc dans le texte d'Assemblée paru en septembre, Catastrophe pour certains, salut pour les autres, le groupe faisait état d'un mouvement de désertion massif qui avait commencé dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie du côté ukrainien. Donc il rappelait à ce moment-là que le nombre de déserteurs avait dépassé déjà les 150 000 personnes. Et il prévoyait, en se basant sur des sources journalistiques et militaires, que le nombre de déserteurs approcherait vraisemblablement les 200 000 d'ici la fin de l'année. Mais il souligne aussi le fait que ces chiffres soient sujets à caution, qu'en réalité le nombre de déserteurs est dur à évaluer et que le nombre réel de désertions dépasse sûrement largement le nombre de déserteurs comptabilisés par l'État. Déjà, il faut prendre en compte le fait que apparemment ce sont les nombres de cas de désertion qui sont comptabilisés. Or, un cas de désertion n'implique pas forcément un seul individu, mais peut impliquer jusqu'à des dizaines de personnes. Selon l'avocat militaire de Kharkiv, Roman Likachev, certains cas de désertion impliquent 20 à 30 personnes. Il faut donc compter non pas le nombre de cas, mais le nombre de personnes impliquées. Il a précisé que de tels cas de désertion collective se sont bien produits cette année comme auparavant. Par ailleurs, les différents textes soulignent aussi que les officiers ne déclarent pas systématiquement tous les cas de désertion qui concernent leurs unités, ce qui pose d'ailleurs tout un tas de soucis ensuite où différentes unités qui sont déclarées prêtes, qui sont déclarées opérationnelles, sont en fait en large sous-effectif et les rend incapables de suivre les ordres qu'elles reçoivent. Ce qui contribue à la désorganisation actuelle du front ukrainien. Oui, pour enchaîner là-dessus, en fait, il y a un aspect assez important dans le comptage des hommes qui sont en place sur le front et dans les erreurs qu'il y a, parce que les textes rapportent à plein de moments des micmacs administratifs assez délirants, où en fait l'appareil les commandants d'unités ont plus d'intérêt au final à ne pas déclarer des désertions. L'appareil bureaucratique qui fausse complètement les chiffres des effectifs présents sur place et les désertions réelles entraînent des ordres qui sont en contradiction avec les capacités des unités. Dans le sens où il peut manquer 50 personnes sur un groupe de 150 et que ce ne soit pas recensé. Et l'état-major, à partir comment est établi les chiffres, envoie des ordres à des unités qui sont parfois complètement en deçà des effectifs censés exister. Du coup, des ordres qui ne sont pas applicables dans la réalité, ou alors, s'ils sont appliqués, entraînent des massacres énormes, puisque en plus des déficits de personnel, il y a aussi un manque d'armes et de munitions directement sur le front. Du coup, ils envoient en gros des gens au casse-pipe avec des ordres et ça crée des situations de confusion sur le front. Et il y a plusieurs fois dans les textes où on rapporte que sur le front du Donbass en particulier, ou celui de la région de Soumy et de la pénétration qu'il y a eu sur le territoire russe à comment ça s'appelle déjà la ville, l'oblast de Koursk. Où du coup là c'est clairement des secteurs où les pertes sont très très importantes et qu'il y a les assauts qui sont menés par l'armée ukrainienne, qu'ils soient défensifs ou à tentative de contre-offensive, sont clairement suicidaires pour les personnels qui sont entraînés là-dedans. Et du coup, pour continuer sur la situation concrète sur le front,
Donc il y a un déficit de personnel et donc du coup, depuis ça fait on entend parler depuis le début de la guerre quasiment qu'il n'y a pas de relèvement des soldats. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui peuvent être en poste depuis 2 ans en continu, quasiment sans pause sur des fronts parfois chauds en permanence. Donc il y a un épuisement clairement de ce personnel-là. En plus, il y a des très gros défauts des paiements des salaires et du matériel. Du coup, grosso modo, ce qui ressemble de pas mal d'analyse des textes, c'est qu'il n'y a plus une seule avancée de l'armée ukrainienne et qu'elles sont impossibles du fait de ces conditions-là. Et que l'armée russe, elle, ne fait que avancer, prendre du terrain et imposer des pertes très significatives à l'armée ukrainienne, même si, soit dit en passant, elle peut en avoir aussi des sérieuses. Enfin, oui, tout ça, enfin, du coup, sur le front, clairement, on peut considérer que l'armée ukrainienne est plus qu'en difficulté et ce que sortent les textes, les thèses que développe et appuie Assembly avec pas mal d'arguments, c'est que pour un ensemble de facteurs qui sont c'est-à-dire les défauts logistiques extrêmes que rencontre l'armée ukrainienne, le fait que les personnels ne sont pas relevés, que l'État n'est pas capable de rechercher les déserteurs. Et du coup, il y a une fuite du personnel, un manque d'armes et des ordres complètement incohérents, ce qui conduit à une inefficacité sur le terrain et à une meilleure efficacité de l'armée russe, même si elle pâlit aussi de ce type de problème, quoi. Du coup, la situation, c'est que l'armée ukrainienne est en train de perdre la guerre, que pour l'instant, ils bricolent tant bien que mal pour tenter de contenir la situation. Alors, du coup, aussi pour les choses assez factuelles, c'est quoi la situation à l'arrière du front ? C'est que du coup, depuis le début de l'offensive russe de 2022, il y a 8 millions de personnes qui ont quitté le pays. Si on remonte à 2014, il y a 10 millions de personnes qui ont quitté le pays. Si je ne me trompe pas, il y avait environ 40 millions d'habitants avant l'invasion russe. Du coup, il y a un quart de la population qui s'est barrée. Et en plus de ça, du coup, la stratégie russe, qui est une stratégie d'épuisement de l'État et de l'appareil économique, c'est pour ça qu'ils ont fait des campagnes de destruction des infrastructures énergétiques, des voies ferroviaires, des routes, etc., a été assez conséquente. Du coup, il y a des coupures d'électricité en permanence, il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. Il y a un manque de personnel très important dans les entreprises qui fait qu'il y a plein de chantiers qui ne peuvent pas tourner, de chaînes de production qui ne peuvent pas marcher. Et cet aspect est même mis plus en avant que les problèmes logistiques. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Enfin, du coup, il y a il y a aussi clairement le pays vit des perfusions d'injection d'argent des pays, des organisations des pays de l'OTAN. Sa production, son PIB même, je crois que dans la première année de la guerre, il a chuté de 30% et depuis, il a continué de chuter à des taux moins élevés qui me semblent être de l'ordre de 8%, quelque chose comme ça. Et oui, donc comme on va le voir par la suite, ces problèmes de personnel et le fait que l'économie se pète bien la gueule et qu'il y a de moins en moins de gens présents au travail, c'est dû aux gens mobilisés sur le front, mais c'est aussi, et même en plus grande partie, dû à la campagne de recrutement forcé qui a été lancée par l'État ukrainien pour tenter de pallier à l'ampleur de la désertion et du manque de personnel qui était déjà le cas, sans même parler des désertions, mais que les désertions ne font qu'accentuer, étant donné qu'a priori, ils n'ont plus la capacité répressive de retrouver les déserteurs. La stratégie qui a été optée depuis août, et même un petit peu avant, mais qui a vraiment pris de l'ampleur depuis août,
et de faire de la chasse à l'homme des hommes en âge de combattre, c'est-à-dire de 25 à 60 ans. Et du coup, ce qui se passe maintenant et ce qui est vraiment mis en avant dans beaucoup des textes, c'est qu'on a des recruteurs de l'armée, ce que j'appelle des recruteurs de l'armée, mais qui sont en fait des chasseurs de tête. Ils ont plusieurs surnoms dans les textes. Et voilà. Від тягучих буднів нема бажання дивитись у майбутнє. Повсякденням загрузли у болоті. Настав час відноситься на потім. Негаразди згадувати не варто. Ким був ти вчора, де ти будеш завтра. Це неважливо, цінуй поточну мить. Хоча б до кінця пісня звучить. Разом це наш спільний простір. Немає місця зневазі або злості. Момент біди або годину лиха. Ця сцена наш притулок, наша втіха. Небайдужі умовності для шкоду. Соціальні статки, статки або врода. Тут місце всім, лишайте свої швари. Ми існуємо тут, ми існуємо зараз. Ми всі різні, але це не заважає. Що нас єднає. Хардкор стіл. Ми всі різні, але це не заважає. Хардкор стіл. Головне, є те, що нас єднає. Хардкор стіл. Ми з тобою. Хардкор стіл. Гарний настрій. Добрий ой. Хардкор стіл. Зараз з нами, зараз тут, а ми з тобою. Хардкор стіл. Ми всі різні, але це не заважає. Хардкор стіл. Головне, є те, що нас єднає. Хардкор стіл. Ми всі різні, але це не заважає. Хардкор стіл. Головне, є те, що нас єднає. Хардкор стіл. Donc face à la pénurie de soldats auxquels est confronté l'État à cause des désertions massives, il est obligé de réagir. Donc en fait, il y a deux aspects dans la réaction de l'État face à la pénurie de soldats. Il y a d'un côté ce qui concerne le recrutement et de l'autre côté ce qui concerne la désertion à proprement parler. Donc ce que l'État et l'armée ukrainienne ont été obligés de constater, c'est qu'avec la démoralisation au fur et à mesure que la guerre se prolonge et qu'il n'y a pas de véritable avancée du côté ukrainien, eh ben, les volontaires désertent tous les centres de recrutement. C'est de plus en plus galère pour l'armée de recruter et du coup ils mettent en place une politique de recrutement forcé, donc de recrutement au hasard dans les rues, les centres commerciaux, etc., où ils envoient des équipes de recruteurs qui sont composées à la fois de recruteurs de l'armée et aussi en fait de personnel de boîtes de sécurité privées pour choper des gens dans la rue,
les mettre dans les bus, les ramener à des centres de recrutement et les obliger à signer leur engagement. Donc, dans un des textes d'Assemblée, il y a un très court témoignage qui est assez significatif. Donc, je lis. Un pote a été chopé. Ils l'ont pris à Bavarska à 8h du matin. Maintenant, il est déjà en route pour Dnipro pour l'entraînement. Au moins, ils ne l'ont pas frappé, c'est une bonne nouvelle. Il a semblé avoir peur et il a fait profil bas. Il part, bien sûr qu'il a signé les documents. S'il n'avait pas signé, il l'aurait frappé de toute façon. Il aurait fini par signer. Voilà, donc ça donne un peu une idée de l'ambiance. Et donc, si sont obligés de mettre en place cette politique de recrutement forcé, c'est qu'en fait, d'un autre côté, ils sont dans l'incapacité la plus totale de gérer la désertion. Ils n'arrivent pas à empêcher les gens de se barrer et du coup, ils sont obligés d'essayer de recruter au maximum à tour de bras. Et donc l'autre aspect de la politique répressive de l'État ukrainien concernant la désertion et qui est un peu plus étonnant, c'est que depuis cet été, en août, ils ont fait passer une loi qui en fait assouplit la répression à l'égard des déserteurs. En gros, ils ont mis en place un espèce de deal qui dit que pour les soldats qui ont déserté et qui se présenteraient volontairement pour réintégrer leur unité, toutes les poursuites pénales seraient abandonnées. Et donc c'est une loi qui donne un peu une idée de la galère dans laquelle se retrouve l'État ukrainien. Elle montre clairement qu'en fait, ils ne sont pas en capacité d'aller chercher les déserteurs, de les faire passer devant le tribunal, de les condamner, etc., etc. Et vu que en fait, le bâton, ça ne marche pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils essayent la carotte. Mais ce qu'on peut constater depuis les plus de 3 mois maintenant que cette loi a été mise en place, c'est que bien loin de résoudre le problème, elle l'a plutôt alimenté. Parce qu'on constate que depuis que cette loi a été mise en œuvre, comme le craignaient certains responsables militaires, la désertion a continué et a continué d'augmenter parce que de plus en plus de gens se rendent compte que c'est possible de déserter et surtout que ça n'aura probablement pas beaucoup de conséquences néfastes pour eux. Il y a une accumulation en fait de choses, à savoir l'effondrement du front par la défaite, le fait d'une répression de plus en plus dure et violente et des conditions de vie en même temps au front et en même temps à l'arrière qui se dégradent en s'accélérant c'est de pire en pire. On voit en fait des formes de refus de la guerre qui est de plus en plus forte et de plus en plus prégnante, à la fois au front où en fait il y a eu depuis longtemps des désertions, etc., mais là qui s'augmentent de plus en plus. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, d'après les textes d'Assemblée et les différents témoignages, c'est aussi des désobéissances collectifs aux ordres qui amènent au moins pire pour eux à des négociations des chefs pour que les ordres soient acceptés et que les gens puissent acceptent de sortir des tranchées pour aller mourir sur le front. Mais on voit aussi des affaires qui sont pour le coup pas très claires mais qui montre un peu l'ambiance générale au front et des résistances. C'est notamment un suicide d'officier dont on ne sait pas trop s'il s'est suicidé par le fait de la défaite face à l'armée russe ou s'il a été tué par ses propres hommes. C'est pas très clair, mais ça
le fait que ça soit pas très clair montre vraiment clairement le fait que y a une organisation de la résistance et une chose de plus en plus collectif. Et c'est un peu pareil à l'arrière, c'est-à-dire que les gens refusent d'aller au front. Alors, ça a commencé par être de se planquer, etc. Mais il y a eu aussi cet été, et même un peu avant, je crois, des attaques de recruteurs qui étaient visés chez eux ou quand ils sont à l'extérieur pour essayer d'aller chercher les gens s'organisaient pour faire un groupe pour les attaquer. Il y a eu des voitures brûlées, il y a eu des attaques dans les domiciles, ce qui a forcé aussi l'État à trouver des solutions pour pas que les recruteurs soient directement visés, c'est-à-dire qu'ils changent de ville, qu'ils sont cagoulés maintenant, qu'ils vont être escortés par des milices privées pour pas se faire tabasser. Il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner et qui a une importance, c'est le fait qu'il y a des centaines de milliers d'armes qui disparaissent des stocks et qui se retrouvent, on ne sait pas trop où, et qui pour l'instant sont planquées. On peut imaginer des caves qui... En fait, les gens... C'est que les gens qui désertent partent dans pas mal de cas avec leurs armes et du coup fait une situation où en fait il y a un refus de plus en plus prégnant et massif de la population à aller à la guerre, que ça soit au front ou que ça soit à l'arrière, avec des centaines de milliers d'armes qui sont planquées. Ok, du coup, d'abord, il nous raconte un peu aussi comment tout ça s'organise, en gros, quoi. Alors, la forme principale qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est à travers des chaînes Telegram. Et du coup, il y a plusieurs sortes de chaînes qui existent. Il y a beaucoup de chaînes locales qui, à mon avis, étaient des chaînes d'information locales en tout genre avant-guerre. Et après, il y a des chaînes plus dédiées sur certains thèmes, quoi. Depuis le début de la guerre aussi, il y a des chaînes d'information, enfin des chaînes Telegram pour signaler les recrutements de l'armée dans les villes. Et ça, du coup, chaque ville a un peu son canal, etc. Et il y a des chaînes de discussion plus larges qui parlent un peu qui rapportent des faits. Ici, ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai réussi à me barrer de la caserne de par cette manière, etc. Il y a des combines, toutes les combines et les bons plans entre guillemets de l'esquive du recrutement ou de la désertion sur les points d'entraînement. Il y en a même qui parlent de comment se barrer des camps d'entraînement en Angleterre, etc. Il y a aussi des canaux de discussion qui parlent de quels sont les moyens de quitter le pays, comment ça se passe aux frontières. Ils ont fait un texte qui a été publié le 21 octobre là-dessus, qui n'a pas été traduit que très sommairement, mais qui en gros est une compilation de qu'est-ce qui se passe aux frontières, comment esquiver les gardes frontières, comment ça se passe quand ils te chopent, comment ça se passe quand les gardes frontières roumains peuvent te choper, etc. Machin. Comment ça se passe côté polonais, par quel pays il vaut mieux aller, etc. Et il y a aussi des chaînes il y a pas mal de chaînes Telegram qui sont des discussions assez généralistes, mais qui sont entre Russes et Ukrainiens, où il y a des témoignages des deux côtés, où les gens parlent de ce qui se passe à Donetsk, dans les brigades de Donetsk, quelles sont les méthodes employées par les différentes armées pour les méthodes coercitives qu'elles ont envers les soldats, comment ça se passe sur le front, comment les gens ont réussi à déserter, à s'esquiver de garde à vue ou de choses comme ça. Et pour le coup, il y a un truc qui ressort pas mal de tous ces témoignages, c'est que les méthodes sont quand même relativement les mêmes, qui sont des méthodes de gros bourrins hyper speed, où il y a des exécutions, il y a de la torture, il y a on envoie les gens dans des boucheries. Ça, c'est des témoignages qui ressortent aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Dans les couloirs, ces panneaux et d'éphémères bureaux d'information. Même au moment d'acheter son ticket de métro, sur toutes les bornes, cette publicité pour s'enrôler sous les drapeaux. Et c'est la même chose à la surface. Pour convaincre ceux qui hésitent, Vladimir Poutine vient de doubler le salaire et la mairie de Moscou ajoute une prime.
Au total, un nouvel engagé se voit promettre au minimum pour 1 an l'équivalent de 52 000 euros. Plus de 6 fois le salaire moyen en Russie. C'est bien, mais ce n'est pas une somme incroyable compte tenu du danger. Vous pouvez me proposer n'importe quelle somme, moi je n'irai à aucun prix. C'est une très belle somme. Mais je pense que la vie vaut beaucoup plus que ça. C'est trop tôt pour penser à ce que je ferai de cet argent. Il faut d'abord revenir, il faut d'abord survivre, sortir de là-bas. Et alors seulement on peut y penser. Vous venez d'entendre un extrait de reportage de TF1 du 19 octobre 2024. Voilà, et pour parler un peu aussi de qu'est-ce qui se passe du côté russe, du coup, il y a les derniers textes sont moins axés là-dessus, mais jusque celui de septembre, il faisait régulièrement des allers-retours avec la situation côté russe. Et du coup, côté russe, il y a aussi des cas de désertion, mais qui sont plus marginales. Il y a qui sont moins organisés, mais il y en a pas mal de recensés, puisque par exemple à Donetsk, il y a affiché dans les rues des photos de déserteurs, des avis de recherche, etc. machin, qui sont à la fois des avis de recherche et des outils de propagande pour expliquer que c'est des traîtres et que si vous voulez, ce serait un mauvais plan de les rejoindre. Il y a encore en Russie des formes d'opposition à la guerre, des formes de sabotage, etc., qui semblent exister. Il y a des chaînes de conversation Telegram qui sont opposées à la guerre et qui parlent du front, de ce qui s'y passe, qui critiquent le pouvoir et qui relaient les informations de cas de torture, de meurtre par les officiers. Voilà. Sachant que la Russie, pour reparler un peu plus globalement, elle a l'avantage d'avoir des gros fonds, une grosse manne financière avec le gaz et le pétrole qui permet de financer cette guerre et de lâcher énormément de thunes aux soldats qu'elle envoie. C'est-à-dire qu'il y a la paye d'un soldat de base n'est pas très élevée, je crois que c'est de quelques centaines d'euros, mais suivant le poste qu'on occupe sur le front, on peut toucher de mémoire entre 80 et 150 euros de prime par jour, ce qui fait monter à des gros salaires, des très gros salaires même pour la Russie. Et le deal qu'il propose aux familles, c'est qu'on peut toucher environ 200 000 euros pour une perte, un soldat mort sur le front, ce qui peut être un bon investissement. Mais du coup... Mais malgré ça, malgré toute cette campagne et toute la thune qu'ils lâchent, les gens sont pas très chauds du recrutement, quoi. Ils sont les régions où ils recrutent, c'est plutôt les campagnes reculées où il y a assez peu d'informations qui circulent et il n'y a pas de taf, il n'y a pas beaucoup de perspectives, quoi. Mais ils ont des difficultés à recruter. La preuve, récemment, ils ont fait venir 12 000 Nord-Coréens pour renforcer le front. Et il y a aussi du mercenariat de pays comme le Népal, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et oui, il y a dans le texte de septembre, il y a un récit d'un type qui est sur le front et qui explique qu'il y a il y a une bonne partie des gens qui ont été enrôlés de force dans les mobilisations forcées en Russie que globalement, l'ensemble des gens qui ont été mobilisés de force à qui il a pu échanger ne veulent pas combattre, font tout pour esquiver les combats, et que les conscrits, les engagés volontaires appâtés par la thune, globalement, se redescendent vite quand ils arrivent sur les combats, parce que les combats sont quand même hyper speed. Donc disons que leur avantage, c'est d'avoir les capacités financières de maintenir ça et de produire suffisamment d'armes pour tenir. Mais il y a le personnel qui forme l'armée russe est loin d'être d'adhérer totalement à la guerre et de faire de lance de l'histoire, quoi. Et oui, puisque tu disais qu'on parlait des capacités de la Russie à tenir une économie de guerre. En fait, il faut bien préciser que l'Ukraine toute seule ne peut pas tenir une économie de guerre face à la Russie. Et là, depuis jusqu'à aujourd'hui, la tenait uniquement par le soutien
des États-Unis et de l'Europe par l'envoi de milliards d'euros et par l'envoi d'armes, l'envoi de formateurs, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation où, au niveau des États-Unis et de l'Europe, il y a une baisse drastique des aides données à l'Ukraine contre l'envahissement de la Russie. Et avec ce qu'on peut voir vraiment de façon précise par l'élection de Donald Trump, qui a posé le fait qu'il allait pratiquement couper toutes les thunes envoyées. Et ce qui fait que la guerre qui était la Russie contre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, dans une certaine mesure, devient une guerre Russie-Ukraine et fait que l'État ukrainien et la bourgeoisie ukrainienne n'a absolument pas les moyens de tenir le conflit, quoi. Ok. Donc si on va faire le bilan un peu de la situation dans laquelle se trouve l'État ukrainien actuellement, on constate d'un côté, du point de vue intérieur, que l'État est confronté à un effondrement progressif de son armée, faute de chair à canon envoyée sur le front, que cet effondrement de l'armée s'inscrit dans un effondrement progressif plus large des capacités répressives en règle générale de l'État, qui se manifeste dans son incapacité à réprimer la désertion et dans ses difficultés à y pallier à travers des recrutements forcés. Et d'un autre côté, d'un point de vue extérieur, ce qu'on voit, c'est que les subventions, soutiens, aides en tout genre à l'État ukrainien dans son effort de guerre se tarissent progressivement avec le désengagement des États, que ce soit les États-Unis ou les États européens. Donc avec tout ça, on voit que l'État ukrainien va se retrouver assez rapidement dos au mur, ce qui débouche sur une situation pleine d'inconnus. Ce qui nous intéresse aussi dans cette émission, c'est de voir l'organisation du prolétariat, qui est tout un pan qui est tout le temps, toujours évité par les différents observateurs dans les médias mainstream. Là où c'est intéressant, et là je fais référence au texte dont on a lu un extrait au début, c'est que la question du défaitisme révolutionnaire, c'est pas une idée, c'est pas quelque chose qui vient d'une multiplication de tracts et de choses comme ça, c'est une réelle pratique de la classe dans des conditions particulières, et là, celui de la guerre. За спиною